Mais d'abord, on revient sur le dossier de l'aide médicale à mourir. On va tenter de démêler le tout parce que, bon, on le sait, depuis lundi minuit, l'aide médicale est décriminalisée partout à travers le pays. Le Sénat qui ne l'a pas adopté, ce fameux projet de loi, avant la date butoir qui avait été imposée par la Cour suprême du Canada, la date butoir qui était dans les faits, justement, lundi dernier, le 6 juin. Le projet de loi C-14 qui fait encore l'objet de plusieurs discussions au Sénat. Donc, on va tenter de démêler tout ça avec mon prochain invité, Frédéric Bérard, qui est avocat en droit constitutionnel. Bonjour, Frédéric. D'abord et avant tout, écoute, je veux savoir, parce que là, le projet de loi a d'abord été adopté par la Chambre des communes, donc par le gouvernement, ensuite a été transféré au Sénat. Il n'y a pas eu d'adoption, on est encore en discussion, ce qui fait qu'en ce moment, c'est décriminalisé partout au pays. Donc, explique-nous justement, est-ce que tout le monde avait peur un peu d'un flou juridique? Est-ce que c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Là, la panique est dans la demeure? Bien, un peu. Parce que, en fait, la Cour suprême... Avec raison ou non? Bien, oui et non. Je m'explique. La Cour suprême avait donné jusqu'au 6 juin pour réadopter une nouvelle loi qui allait être conforme à ses enseignements dans l'arrêt Carter dont tu parlais. Ça, c'est la première chose. La Chambre des communes a dit, voici le projet de loi en question, ils ont voté là-dessus. Faut que ça passe au Sénat. Le Sénat, on y reviendra, j'imagine, mais a proposé un amendement majeur. Bref, tout est bloqué actuellement. La date butoir du 6 juin est passée. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il y a nécessairement un flou juridique parce que la Cour suprême a dit à Ottawa, tu as jusqu'au 6 juin, tu dois établir les balises, les paramètres. Il y en a qui vont dire, oui, mais au Québec, on a déjà une loi à ce niveau-là. Ça, c'est une chose. Sauf que la Cour suprême vous dit dans Carter que c'est le fait les provinces peuvent légiférer là-dessus pour la forme, la logistique, les droits en matière de santé, tout ça. Mais il doit y avoir une loi fédérale qui encadre le tout. Cette loi-là n'existe pas. Ce qui fait que aujourd'hui, si vous êtes médecin, puis moi, je suis votre avocat, puis vous m'appelez, vous me demandez, est-ce que je peux procéder à l'euthanasie de Mme X qui a fait... Non. Faites rien. Fais rien. Moi, je ferais rien, absolument. Pourquoi? Parce que tu aurais peur d'éventuelles poursuites? Ben oui, parce que là, prenons l'exemple, juste la discussion qui a lieu actuellement entre la Chambre des communes puis le Sénat, c'est est-ce que on vise par le projet de loi ceux et celles qui ont une mort prévisible? Est-ce qu'on sait là, que toi, par exemple, tu vas mourir? Tout le débat est là actuellement à la Chambre. La mort, il faut que la mort soit raisonnablement prévisible. C'est ce que veut le gouvernement. Exact. Et là, que la Chambre des communes dit, on va ajouter ça. Le Sénat dit non, vous n'avez pas ajouté ça pour tout de suite. Donc, si vous êtes un peu dans l'espèce dans ce flou-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, si je suis avocat d'un médecin X, je dis, fais rien, là, parce qu'on ne sait pas si... quelqu'un qui a une mort raisonnablement prévisible, donc on peut comprendre peut-être dans un à court moyen terme. Si tu fais ça et puis la loi qui est adoptée ultimement est à l'effet contraire, probablement que tu ne te feras pas poursuivre parce qu'il y a un flou juridique justement. Sauf que, est-ce que tu veux vraiment prendre cette chance-là? On parle de donner la mort, là. C'est sérieux, là. C'est pas un vol de gomme ballon au dépanneur. Non, absolument. Là, puis là, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est l'arrêt Carter. C'est un cas bien précis qui a eu lieu au Canada. La dame, c'est Kay Carter, qui, elle, avait une maladie qui était une maladie dégénérative de la moelle épinière. Elle avait des souffrances terribles, mais elle n'était pas nécessairement en fin de vie. Et elle a dû se rendre en Suisse pour pouvoir avoir droit à l'aide médicale à mourir parce que c'était pas régi ici au Canada à l'époque. Et là, ce que ces enfants disent, c'est nous, notre propre mère, avec la loi telle qu'elle est, le projet de loi tel qu'il est actuellement, elle n'aurait même pas eu le droit de demander à un médecin de mettre fin à ses jours parce que sa mort n'est pas raisonnablement prévisible. Fait qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens, il faut changer ça. Et là, c'est exactement ce que le Sénat veut faire. Donc, on a apporté un premier amendement cette semaine qui dit, nous, ce qu'on veut, c'est, on veut que toutes les personnes qui ont de grandes souffrances puissent mettre fin à leur jour, même s'ils ne sont pas en fin de vie. Et c'est là que ça achoppe. Donc, à partir du moment où on apporte cet amendement-là, là, j'imagine que ça signifie qu'on joue un peu au ping-pong entre la Chambre haute et la Chambre des communes. Là, c'est un genre de ping-pong, puis tu as très bien résumé les impacts de Carter. C'est même un peu ironique, hein, parce que Mme Carter s'est rendue jusqu'en Cour suprême avant de mourir. C'est pas évident de se rendre en Cour suprême. C'est pas nécessairement plaisant de passer à travers... C'est pas ce que tu as envie de faire quand tu subis des... Pour n'importe qui. Exact. Et surtout pas si tu es en fin de vie, j'imagine. Exact. Donc, il y a quand même une ironie ici, hein, parce que le projet de loi proposé, on ne viserait pas quelqu'un comme Carter.
Cela dit, par rapport au jeu de ping-pong entre le Sénat et la Chambre des communes, ça, l'image que tu as utilisée est excellente parce que c'est exactement ça qui risque de se passer. La balle. Ouais. Et là, tu remarques bien, ceux qui ont proposé l'amendement majeur au Sénat, c'est des sénateurs libéraux, notamment Joyal. Qui sont devenus indépendants. Qui sont devenus indépendants. En fait, ils sont encore libéraux en un sens, mais si tu te souviens bien, Trudeau, l'année passée, avait dit les sénateurs, on les expulse de notre caucus. On veut leur donner une certaine indépendance, puis on veut garder ça. C'était dans la foulée des scandales de Brazeau et compagnie. Absolument. Bon, c'est très bien. Mais le problème, actuellement, pour Trudeau, je pense, c'est que ces sénateurs libéraux-là, je voyais en tête, on dit ah oui, c'est bon, on fait plus partie de ton caucus. Parfait. Là, tu n'as plus aucune mainmise sur nous. On fait ce qu'on veut, quand on veut. Et une de ces choses-là, c'est ton projet de loi, là. Voici l'amendement que tu voulais pas passer. Le gros caillou dans le soulier, là, on va te le remettre non seulement dans le premier soulier, mais dans le deuxième soulier aussi. Tu peux plus marcher. Toi, tu vois une petite vengeance. Absolument. Pour être honnête, là, c'est du jeu, une vengeance dans le sens politique du terme. Mais c'est peut-être pas une mauvaise chose, cela dit, parce que, comme tu l'expliquais, le projet de loi proposé par les communes, à mon avis, il y a un manquement majeur. Là. Et là, ils sont condamnés à s'entendre. Je veux dire, les deux chambres doivent absolument avoir un terrain d'entente. Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui peut se passer. Tu vois, ça fait 30 ans ou à peu près que le Sénat n'a jamais mis son veto, que le Sénat a mis son veto sur un projet. Pourquoi? Parce que, justement, il y avait une mainmise du gouvernement. C'était plus facile d'obtenir le saut. C'est en plein ça. Là, on ne l'a plus. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que ça accorde une indépendance au Sénat. Puis c'est pas nécessairement inintéressant, même si son non-élu, ça, c'est un autre problème qui n'est pas réglé encore. Oui, c'est majeur quand même, on s'entend, mais tout ce que je veux dire, c'est que le Sénat, c'est la Chambre haute, ça fait partie du Parlement. Le Sénat doit donner son sceau d'approbation, sinon il ne se passe rien. Ce qui pourrait peut-être se produire, je pense pas que ça va arriver, puis ça s'est produit la dernière fois en 1947, quand on a voulu modifier le code criminel en rapport aux récidivistes, c'est qu'on a tenu une espèce de, je vais expliquer ça comme ça, une espèce de congrès, si tu veux, entre la Chambre des communes et le Sénat, où là, ils se sont dit, regardez, là, on ne jouera pas au ping-pong pendant 100 ans. OK, on se rencontre. On se rencontre, puis là, il faut s'entendre. Là, on va arrêter de niaiser, là, ça prend des compromis. Qu'est-ce que vous faites? Je ne pense pas qu'ils vont le faire actuellement, parce que s'ils le font, ça risque de mettre un peu en lumière toute l'espèce de caractère un peu têtu de la position de la Chambre des communes, qui n'est pas nécessairement conforme à la décision de la Cour suprême. Mais en tout cas, bref, on verra. Mais là, il y a un jeu, là, un choc de titans. Et je suis certain, Joyal et compagnie, qui ont quand même des égos assez importants, ne laisseront pas passer celle-là. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous avez une décision de la Cour suprême qui a dit vous avez jusqu'au 6 juin, et puis là, le délai court. Parfait. Bien, merci d'avoir été avec nous à faire le point, justement. Puis on verra dans les prochains jours comment ça va se tourner, cette situation-là. On espère que c'est un dossier qui va se régler le plus rapidement possible, évidemment, pour les personnes qui souffrent au moment où l'on se parle. Merci d'avoir été avec nous. Frédéric Bérard, qui est avocat en droit constitutionnel.